Parmi les questions, donc, nous avons reçu trois questions du groupe La Gauche Debout. Donc, je les cite comme ça, puis on y répondra au fur et à mesure. Donc, la première, c'est: y a-t-il un projet sur les locaux de l'ex-école Prévert? La deuxième, c'est: qu'adviendra-t-il des locaux des écoles fermées sur la ZUP? Et la troisième: où vont être logées les familles syriennes et qui va les prendre en charge d'un point de vue administratif et scolaire? Madame Thieullan, je vous laisse la parole pour répondre aux deux premières, à savoir, donc, y a-t-il un projet sur les locaux de l'ex-école Prévert? Oui, alors, pour l'instant, il n'y a pas de projet. C'est pas ce qu'on peut appeler un projet qui serait durable et définitif. Par contre, il y a certaines urgences qui pourraient trouver des solutions dans les locaux de l'école Prévert. Bien sûr, on n'a pas on n'avait pas prévu de fermer cette école il y a quelques années, donc il n'y avait pas de projet derrière construit, abouti, qui aujourd'hui pourrait trouver son exploitation. Alors, il y a plusieurs choses qui pourraient être menées. D'abord, nous allons, dans le cadre de la réinstallation de la bibliothèque au sein du Casar, nous allons devoir récupérer les archives, un certain nombre d'archives qui avaient été déposées aux archives départementales, mais les archives départementales ne peuvent pas les conserver. Donc il nous faudra pendant quelque temps leur trouver un lieu de stockage, et en attendant que les archives municipales soient définitivement rénovées et que l'école Arc-en-Ciel soit, aménagée en ce sens, eh bien il pourrait y avoir une première opération de stockage de ces documents. D'une part. D'autre part, nous avons également dans l'aménagement, l'installation de la commune nouvelle, besoin de locaux à proximité des locaux actuels de la communauté urbaine. Il pourrait là aussi y avoir une installation provisoire d'urgence. Et par ailleurs, nous sommes sollicités par le FJT, le foyer des jeunes travailleurs, qui va avoir un accueil très important d'étudiants à réaliser à partir du mois de janvier. Et là aussi, on pourrait avoir éventuellement une possibilité d'accueil. Donc, vous voyez, il y a des petites opérations comme ça. Tout ça va se mettre en place assez rapidement. On ne fera pas les trois, bien sûr, en même temps. Elles ne seraient pas compatibles les unes avec les autres, mais ce sera une de ces trois opérations. Tout ça est provisoire, ça n'est pas un projet durable sur les bâtiments. Pardon. Il n'y a pas de projet à long terme de position? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, c'est quelque chose qui sera à construire, mais il n'y en a pas, non. Mais par contre, vous voyez que ça nous permet d'avoir des solutions pour des situations d'urgence. C'est ce que nous voyons ici aujourd'hui. Des demandeurs d'asile, par exemple. Bon, là, ça demande un tout autre aménagement. Voilà, puis attention, et voilà. Et puis, on en parlera tout à l'heure. Alors, pour ce qui concerne les écoles de tout le secteur à Montquentin-Province, alors la question arrive beaucoup trop tôt. D'abord parce qu'il n'est pas du tout acté qu'il y aura une fermeture, parce qu'on est au point de départ de la réflexion. La réflexion, elle va être lancée à partir de mardi prochain. Nous allons réunir tous les acteurs concernés, les parents élus, bien sûr, qui seront élus demain, d'ailleurs, puisque les élections ont lieu demain, les enseignants, les DDEN, les représentants municipaux, probablement les organisations syndicales, ça n'est pas encore fait. Et nous aurons tout le monde autour de la table pour ensuite travailler sur toutes ces écoles, voir quels sont leurs atouts, leurs faiblesses. Et à la suite de cette démarche, mais qui va prendre du temps, au moins une année complète, on verra si en effet on pourrait opérer sur ce secteur des regroupements. On pense que ce serait une bonne chose pour le dynamisme de nos écoles, mais on est vraiment au tout début de cette réflexion, donc on n'a pas de projet pour l'instant. Néanmoins, ce qui émerge et ce qu'on voit, c'est qu'à la fois le FJT a vraiment un besoin durable de locaux pour accueillir des étudiants. Et nous avons été sollicités également par la mission locale qui, dans le cadre du dispositif de la garantie jeune, a également besoin de locaux de type scolaire pour accueillir des jeunes et les accompagner dans une formation. Donc on voit très bien que si un jour
on devait avoir des regroupements et que des locaux devenaient disponibles, eh bien, on pourrait avoir une opération intéressante de ce point de vue-là, d'installation de sites de formation sur ce secteur. Ça aurait vraiment beaucoup de sens et ça serait très intéressant. Mais on n'en est pas du tout là pour l'instant. Pardon. Oui, c'était le sens de la question, c'était l'anticipation en fait. Voilà. Oui, d'ailleurs, oui. Bastien me fait penser à une chose. C'est vrai que ce critère fera partie d'ailleurs des fiches, puisqu'on va établir des fiches par école, et le critère de la suite à donner d'une reconversion des locaux fera partie des critères pour choisir éventuellement des lieux de regroupement. Donc ce sont 2 écoles qui sont concernées par cette réflexion. Beaucoup plus. Mardi, nous réunissons à la fois l'école, bien sûr, à Montquentin-Pervenche, mais aussi Coquelicot-Noblet, Baquène, Tournesol, et également, puisqu'ils font partie du périmètre, Fraternité, puisque 25% des élèves de Fraternité viennent également de ce secteur province à Montquentin, et également l'école Douaneau, puisque 50% des élèves de l'école Douaneau viennent aussi de ce secteur. Donc nous réunissons toutes ces écoles-là mardi prochain pour une réflexion sur les périmètres et sur les divers aménagements à prendre sur ce secteur. Madame Joly. Oui, je me permets de compléter parce que dans la question diverse, il y avait des propositions qui étaient une ouverture culturelle sur la ZUP, une antenne par exemple du conservatoire ou des beaux-arts, voilà, ce qui permettrait une mixité sociale aussi. Voilà. J'avais pas ce complément de proposition dans les questions. Moi, j'avais la question brute, sans proposition. Mais bien sûr, on a aussi pensé à quelque chose comme une antenne de centre de loisirs. On a pensé à ce genre de choses aussi. Mais bon, voilà. De toute façon, on a du temps. Voilà. Monsieur Le Jamtel. Oui, j'ai bien compris la méthode et donc il faut la laisser suivre son cours. En revanche, je rappelle quand même que l'école Douaneau a été réinscrite dans le périmètre du collège Cachin et donc d'une certaine manière s'inscrit davantage dans le quartier des Bassins, dans le quartier du Maupas et vers ce périmètre-là que vers le quartier des provinces. Donc juste par rapport à ça, j'ai pas compris les 50% d'élèves qui vont à Douaneau et qui font partie de quel périmètre du quartier prioritaire, c'est ça ? Oui. En fait, c'est tout le secteur de la rue des Vosges. Le secteur de la rue des Vosges qui est concerné. Or, dans le dessin des périmètres, on pourrait aussi imaginer que la rue des Vosges aille plutôt vers Montquentin-Province. Si on doit redessiner les périmètres, il est évident que Douaneau est concerné. Donc il faut absolument que Douaneau soit présente dans ce groupe de travail. Je comprends bien, mais c'est juste pour dire que cette école-là, qui l'année dernière a quitté le périmètre du collège, bien sûr. Du REP+, en tout cas dans la manière de poser le débat, notamment avec les parents d'élèves, parce qu'il y a déjà eu des discussions en conseil d'école et tout ça, et ça va vite, quoi. C'est-à-dire que les parents d'élèves, un certain nombre ont dit, c'est quoi, notre école pourrait éventuellement fermer, quoi. Enfin, voilà, c'est la raison pour laquelle on veut réunir tout le monde, parce que les rumeurs vont très vite. Alors vous parlez de Douaneau, mais c'est encore pire dans l'école à Montquentin-Pervenche, et j'ai vu de très nombreuses reprises les parents, ils sont très inquiets. Bien sûr, il y a des rumeurs, il y a même parfois eu des articles dans les journaux qui leur ont fait penser que leur école allait fermer. Donc oui, c'est la raison pour laquelle il faut réunir tout le monde, essayer de confronter des informations exactes face à ces rumeurs et puis de permettre à chacun de s'approprier ce sujet. Donc il n'est pas question de fermer Douaneau, bien entendu. Ce n'est pas du tout le sujet. Mais par contre, il est nécessaire d'associer Douaneau à cette réflexion. C'est indispensable. La dernière question, donc, où vont être logées les familles syriennes et qui va prendre en charge d'un point de vue administratif et scolaire. Frédéric, tu apportes des éléments. Juste en introduction, vous l'avez vu, on a souhaité nous s'inscrire dans ce large mouvement de solidarité, et notamment au niveau de l'ensemble des communes de l'agglomération, de se déclarer prêtes à accueillir dans le cadre du dispositif national, je dis bien dans le cadre du dispositif national, des familles
de réfugiées syriennes, avec le statut de réfugié d'ailleurs, on pourra en parler tout à l'heure, avec néanmoins, des conditions qui sont les conditions de la soutenabilité d'une certaine façon d'un dispositif, qui puisse correspondre bien évidemment à la taille de notre agglomération, mais aussi qui ne nous permet pas d'exclure d'autres problématiques qui sont des problématiques locales, qui concernent notamment les sans-abri et qui concernent l'accueil d'urgence. Donc voilà, de façon à traiter de façon concomitante, mais on a des éléments de réponse à apporter de façon concomitante, la problématique de l'accueil des réfugiés et aussi le traitement de la situation de nos concitoyens qui à l'heure actuelle sont en très très grande fragilité. Bien, merci Monsieur le maire. Sur la question de l'accueil des réfugiés et des familles syriennes, on a deux catégories de familles qui vont être accueillies. Les premières qui ont été accueillies dès lundi, qui sont arrivées dans la nuit de lundi à mardi sur notre territoire. Il s'agit de 8 familles syriennes qui étaient dans le cadre d'un protocole sur l'année précédente qui concernait 500 familles syriennes qui devaient être accueillies sur notre territoire. Ces 8 familles syriennes ont donc 29 personnes, puisque 4 personnes ont été retenues pour des raisons médicales à l'aéroport et devraient rejoindre, auront peut-être même déjà rejoint le reste des familles sur le territoire. Ces 8 familles sont logées dans le parc social de Cherbourg-Octeville, puisqu'il a été fait le choix de privilégier le logement dans le parc social, en réparti entre Presqu'île Habitat et les cités cherbourgeoises. Il y a une famille qui est en centre-ville, 3 familles qui sont en province et 4 familles qui sont à Charcos-Palenne. On a souhaité là aussi avoir une diffusion plutôt qu'une concentration des familles sur notre territoire pour éviter le phénomène de ghettoisation qui est bien évidemment pas souhaité. Ces familles, au point de vue de l'accompagnement, notamment social et aide aux démarches administratives, sont accompagnées par une association qui a répondu à un appel d'offres national, puisqu'il s'agit d'une procédure nationale qui s'appelle Coalia, et qui donc assure l'accompagnement dans le logement et assure aussi l'accompagnement de toutes les aides, scolarisation, administrative, alphabétisation, etc., sur le territoire. Donc c'est un dispositif qui est parfaitement encadré et parfaitement coordonné par les services de l'État. Nous n'avons, été sollicités, ville de Cherbourg-Octeville, dès le mois de mai, sur la question de l'accueil de ces familles. On avait, dès le mois de mai, donné un accord de principe pour accueillir ces familles. Et nos services sociaux, le CCAS et les services du département interviennent à la demande en fonction des règles communément établies pour l'ensemble des administrés de notre territoire. Mais le dispositif d'accompagnement est parfaitement bien cadré. Ensuite, il y a l'appel qui a été fait par le ministre de l'Intérieur pour accueillir 24 à 30 000 nouvelles familles sur le territoire national. Une première réunion a eu lieu le 12 septembre où Monsieur le maire représentait la ville de Cherbourg au ministère de l'Intérieur. Et dès le lundi 14 septembre, nous réunissions, sous l'autorité de Monsieur le maire et de Monsieur le sous-préfet, l'ensemble des collectivités du territoire et au-delà des collectivités du territoire, l'ensemble du tissu associatif et de l'ensemble des cultes représentés sur notre territoire. Il y avait une 50aine de personnes, si ma mémoire est bonne, pour mettre en place, d'une part, une cellule de coordination et de pilotage sous l'autorité de Monsieur le sous-préfet et qui réunit l'ensemble des 5 maires des communes et ou leurs représentants, ainsi que le président de la communauté urbaine de Cherbourg ou son représentant, ainsi que le président du conseil départemental ou son représentant. Cellule de coordination et de pilotage qui s'est déjà réunie 2 fois et qui a donné lieu aussi à la mise en place de 2 groupes de travail, un groupe concernant le logement et un groupe concernant l'accompagnement social. Ces 2 groupes sont déjà réunis aussi 2 fois. En ce qui concerne les logements, le fléchage est fait, puisque l'option retenue en matière d'hébergement est principalement la mobilisation du parc public. 10 logements à Cherbourg-Octeville, 2 logements à Équeurdreville et Ville, 3 logements à la Glacerie. Et pour la ville met de son côté à disposition 3 logements de fonction, et Équeurdreville, un studio dans un foyer logement pour personnes âgées. Donc, on voit que tout est calé. L'accompagnement, le groupe accompagnement social a fait remonter qu'il serait intéressant de mettre comme le premier dispositif de l'accueil des 500 familles syriennes
pour ces familles ces vingtaines de familles qui vont arriver sur notre territoire, dans un délai qu'on ne connaît pas au jour d'aujourd'hui. On n'a pas encore de précision sur ce point. Théoriquement, ce sont des familles qui devraient arriver avec un statut de réfugié, mais on n'en est pas encore complètement sûr. Ils devraient passer normalement par ce qu'on appelle des hotspots, où on doit leur donner dans un délai rapide un statut de réfugié, mais il est possible qu'on ait aussi des familles qui arrivent avec un statut de demandeur d'asile, qui n'est pas la même prise en charge. En tout cas, en ce qui concerne ces familles et la coordination, on a sollicité les services de l'État et aussi le ministère de l'Intérieur sur la possibilité de pouvoir, à l'instar de ce qui a été fait pour les 8 familles au niveau national, un dispositif d'accompagnement, comme il a été fait avec Coalia, parce qu'on voit bien là aussi qu'on aura besoin d'une coordination en matière d'accès pour les problèmes de scolarisation, pour les problèmes d'alphabétisation, pour les problèmes administratifs, et nos services sociaux sont déjà à flux plus que tendus, et il est évident qu'il va falloir là qu'on trouve une solution. Donc on a sollicité le ministère et les services de l'État sur cette question-là. Donc voilà où on en est aujourd'hui pour la question des réfugiés, donc de deux typologies de réfugiés. Nous avons aussi, Madame Joly l'a évoqué, la question des demandeurs d'asile qui sont présents sur notre territoire et pour lequel on soutient le combat mené par les associations sur les obligations de l'État en matière de logement. Avec les associations, il avait été mis en place un dispositif original à l'entrée de l'hiver 2013 et nous souhaitons que ce dispositif original soit pérennisé et nous l'avons rappelé, Monsieur le maire l'a rappelé lors de la réunion la réunion du 14 septembre où tout le monde était présent. Pour nous, il ne serait pas acceptable, très clairement, qu'on accueille des familles de réfugiés. On est très content d'accueillir ces familles de réfugiés, mais il ne serait pas acceptable qu'il y ait deux poids, deux mesures concernant l'accueil des personnes. Et les demandeurs d'asile sont aussi une priorité, notamment quand l'État a cette obligation, de toute façon, de loger les demandeurs d'asile. Donc nous souhaitons, et nous le redisons à chaque réunion avec les services de l'État, la pérennisation du dispositif qui avait été mis en place pour les demandeurs d'asile, de manière à permettre, parce que pour mémoire, ce dispositif avait été mis en place pour mettre un terme au squat qui était présent à Nordège. Ce dispositif devait s'éteindre naturellement au fur et à mesure que les situations des demandeurs d'asile étaient réglées, ce qui se passait très bien. Mais lors du plan hivernal l'an dernier, des familles ont été orientées, ou des personnes, des adultes, même célibataires, ont été orientés sur notre territoire par le 115, dans le cadre du droit commun, et à la fin du plan hivernal, se sont retrouvés à la rue. Et donc on s'est retrouvé avec la présence de 18 demandeurs d'asile sur notre territoire qui n'avaient pas de solution d'hébergement, et ça c'est effectivement pas souhaitable. Donc nous avons très clairement dit aux associations en question de ne pas libérer les logements, de conserver ces logements, parce qu'il y avait quelques personnes qui étaient dans ces logements, et de ne pas procéder à un regroupement, parce qu'il y avait encore ces 18 personnes qui étaient sur notre territoire et pour lesquelles il fallait trouver une solution de logement, et qu'il n'était pas normal qu'il y ait 3 logements susceptibles d'accueillir ces 18 personnes et dans l'impossibilité de les accueillir. Donc aujourd'hui, on a, d'après les services de l'État, une certaine garantie, il y a encore des petites choses, mais a priori, les demandeurs d'asile présents sur notre territoire le dispositif original devrait être pérennisé, sachant que dans le même temps, de nouvelles places de CADA vont être ouvertes, et on sait aussi que Coalia a répondu à un appel à projet aussi sur notre territoire pour faire un accueil sur le même mode qu'ils font dans le cadre de l'accompagnement qu'ils font pour les familles de réfugiés. Et enfin, un dernier point, comme le rappelait Monsieur le maire, et pour nous c'était quelque chose d'important, c'est la question de l'équité sur notre territoire, la question de l'équité des personnes en situation de précarité, en situation difficile. Un long travail a été mené, puisqu'on avait à Levallois un accueil d'urgence pour les personnes sans abri, un accueil inconditionnel, c'est-à-dire qu'on pouvait venir avec son chien et on pouvait venir en état d'ébriété. Ce dispositif avait montré l'intérêt et la pertinence de ce type de dispositif, puisqu'il avait permis à des personnes qui étaient dans une situation de très très grande
précarité, de très grande désocialisation, d'avoir un retour vers un logement autonome, et on voit donc que c'est possible. Et donc on a souhaité toujours la ville de Cherbourg-Octeville, aux côtés des associations et aux côtés des services de l'État, trouver un nouveau lieu d'accueil et un financement, puisque c'est quelque chose quand même qui représente un coût important pour les collectivités. Cependant, on a réussi à mobiliser l'ensemble des collectivités du territoire, et même au-delà, puisque les communautés de communes, certaines communautés de communes participeront au financement de ce dispositif. On butait sur un lieu. On a bon espoir, au moment où je vous parle, d'avoir identifié un lieu en centre-ville, pas loin de la passerelle d'accès aux soins, donc il y a une certaine cohérence dans la prise en compte de ces problématiques, pour accueillir aussi les personnes sans abri. On avait aussi une difficulté dans le cadre du plan hivernal à venir. On n'avait pas de lieu en cas de déclenchement du plan grand froid, puisque c'était assez compliqué avec l'auberge de jeunesse, et puis ça nous embêtait d'être obligé d'aller hors, à Picno ou dans d'autres, pour des questions de transport des personnes. Donc on va accueillir ces personnes dans le cadre du déclenchement du plan grand froid, c'est-à-dire que ça peut n'être que quelques jours, mais ça peut être aussi quelquefois un petit peu plus loin, au centre l'accueil de jour Becquerel, qui est situé à Octeville, pour permettre aussi l'accueil en cas de déclenchement du plan grand froid, sachant que cet accueil est accompagné par la Croix-Rouge et par les bénévoles de la Croix-Rouge. Voilà un petit point de situation des différentes, au-delà du statut des réfugiés, la problématique des demandeurs d'asile et puis la problématique des sans-abri sur notre territoire. Voilà, donc moi ce que je tiens à souligner, c'est la très forte implication de Frédéric Bastian, de l'ensemble des services municipaux, et puis je dirais qu'il s'appuie sur une expérience de travail en commun, en collaboration avec l'ensemble des institutions et surtout le milieu associatif. Donc ce qui fait que quand une problématique comme celle-là se pose, eh bien on est en capacité de pouvoir y répondre, et de façon très professionnelle et de façon aussi très cohérente. Ça, c'est important. Madame Joly. Merci pour les réponses. Ok, voilà. Bon, eh bien voilà. Juste peut-être préciser un point, si Monsieur le maire m'y autorise, c'est que il est prévu il nous paraissait normal d'accueillir les familles syriennes en mairie, donc il y aura un accueil en mairie qui aura lieu le 15 octobre à 9h. Oui. Et, voilà.